Ma tante s'est moquée de ma cicatrice au barbecue, mais s'est figée quand son mari colonel a reconnu la marque. Il m'a salué et a révélé un secret du champ de bataille qui détruirait sa réputation à jamais. J'ai longtemps cru que la cicatrice sur mon bras était simplement gênante, jusqu'au jour où elle est devenue une preuve. Ma tante s'en moquait comme d'un tour de passe-passe lors des barbecues, mais quelques instants plus tard, son mari, un colonel, se leva d'un bond, comme s'il avait vu un fantôme. Ce n'est pas son salut qui me glaça le sang. C'est la phrase qu'il prononça ensuite. Des mots que seuls ceux qui ont perdu quelqu'un à la guerre peuvent comprendre. Je m'appelle Chloé Dubois et depuis 4 ans, j'existe principalement dans les espaces silencieux entre les bruits. J'ai appris à être invisible. J'ai appris à porter des manches longues quand la température extérieure dépassait les 30 degrés. Et j'ai appris à sourire quand les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie, sans jamais vraiment leur dire la vérité. Mais aujourd'hui, l'invisibilité n'était pas une option. Aujourd'hui, je devais conduire ma vieille berline dans l'allée d'une maison qui coûtait plus que ce que je gagnerais en devis. Tout ça parce que ma tante Eliane avait quelque chose à moi, ou plutôt quelque chose de mon père. La boîte en carton reposait sur le siège passager à côté de moi, vibrant légèrement au rythme du moteur. Eliane m'avait appelé il y a 3 jours, sa voix dégoulinant de cette douceur sucrée et empoisonnée qu'elle avait perfectionnée pendant des décennies. Elle m'avait dit qu'elle vidait enfin le grenier et qu'elle avait trouvé une boîte d'effets personnels de mon père qu'elle pensait que je devrais avoir. Elle faisait sonner ça comme une faveur, comme si elle m'accordait une bénédiction. Mais alors que je garais la voiture et regardais la boîte, je connaissais déjà le jeu. Je l'avais ouverte 5 minutes plus tôt sur le parking de la station-service au bout de la rue. Elle était légère, trop légère. Mon père avait été un homme de substance, un homme qui tenait des journaux, qui collectionnait de lourds compas en laiton, qui écrivait des lettres sur du papier vélin épais. La boîte qu'Eliane m'avait remise contenait quelques plumités, une tasse ébréchée et une pile de cartes de vœux génériques. Les journaux manquaient, les lettres manquaient. Les médailles qu'il n'avait jamais portées, mais qu'il gardait toujours au fond du tiroir, avaient disparu. Elle avait vidé son histoire de sa substance avant de me tendre la carcasse, et maintenant je devais entrer dans son jardin et la remercier pour ça. Je suis sorti de la voiture. L'air sentait le charbon de bois de luxe et le porc laqué au miel. C'était le week-end du 14 juillet, ou assez proche pour que la banlieue s'adonne à sa démonstration rituelle de patriotisme. Des guirlandes bleues, blancs, rouges pendaient aux balustrades du porche. On se serait cru sur un décor de film, parfait et creux. J'ai contourné la maison, serrant la lanière de mon sac comme une arme. Le bruit m'a frappé en premier. Des rires, le tintement des verres, la basse sourde de vieux tubes de rock s'échappant de haut-parleurs cachés. Il y avait une trentaine de personnes dispersées sur la pelouse, tenant des verres embués de thé glacé et de vin blanc. Eliane tenait salon près de la table de la terrasse. Elle était immaculée. Bien sûr, elle portait une robe en lin blanc qui se serait tachée si une personne normale l'avait portée. Mais la saleté semblait avoir peur d'Eliane. Elle m'a vu avant que je puisse me fondre dans l'ombre. « Chloé » a-t-elle appelé, sa voix tranchant le brouhaha ambiant comme un éclat de verre. La conversation dans les environs immédiats s'est éteinte. Les têtes se sont tournées. J'ai senti ce picotement familier à l'arrière de mon cou. La même sensation que j'avais en patrouille dans un secteur trop calme. Je me suis approché, forçant mes épaules à se détendre. « Bonjour, Eliane » ai-je dit. Elle s'est avancée et m'a offert une joue à embrasser, se retirant avant que je puisse réellement établir le contact. « Tu as réussi à venir » a-t-elle dit, diffusant sa bienveillance à l'auditoire. « J'avais peur que tu te défiles encore. On sait combien tu aimes ta tranquillité. »« J'ai juste été occupé par le travail » ai-je dit. Eliane a ri. Un son tintant et cassant. « Le travail, c'est ça ? Les petits cours de secourisme que tu donnes. C'est adorable que tu t'occupes, ma chérie. » Je ne l'ai pas corrigé. Je ne lui ai pas dit que l'Institut de réponse rapide de Belfort ne se limitait pas à des cours de secourisme. Ou que je passais mes journées à enseigner à des civils paniqués comment arrêter une hémorragie artérielle en moins de 60 secondes. J'ai juste hoché la tête. « Prends un verre » a ordonné Eliane, agitant une main vers la glacière. « Et essaie de te mêler aux autres. On dirait que tu es à un enterrement. » Je me suis éloigné d'elle, naviguant dans le champ de mine des meubles de jardin. J'ai trouvé un coin près des hortensias et je suis resté là, espérant tenir l'heure obligatoire avant de pouvoir partir.
La chaleur était oppressante. Ma chemise en jean à manches longues me collait au dos, et le large poignet de mon bras gauche me serrait comme un garrot. « Alors, vous êtes la nièce ?» Je me suis retourné. Un homme que je ne reconnaissais pas se tenait là, une bière à la main. Il avait l'air mou, le genre de mollesse qui vient de 40 ans de travail de bureau et de climatisation. « Oui, ai-je dit. Chloé. » Il a pointé sa bouteille vers mon bras. « Pas trop chaud là-dedans ? Il fait près de 30 degrés ici. »« Ça va, ai-je dit. » Eliane est apparue de nulle part, matérialisée par l'odeur d'un drame potentiel. Elle a glissé son bras sous celui de l'homme. « Oh, ne vous occupez pas de Chloé, » a-t-elle dit, les yeux brillants de malice. Elle a toujours été théâtrale avec sa garde-robe. Elle aime le mystère. J'ai resserré ma prise sur mon verre d'eau. Je ne suis pas théâtrale. Eliane, elle s'est penchée, sa voix baissant juste assez pour que tout le monde se penche avec elle. Alors montre-nous, a-t-elle dit. Le cercle autour de nous s'est resserré. C'était subtil. La façon dont les prédateurs encerclent un retardataire. L'homme à la bière avait l'air confus. Nous montrer quoi? A-t-il demandé. Sa cicatrice de guerre, a dit Eliane, et la température dans le jardin a semblé chuter de 10 degrés. Chloé pense qu'elle doit la cacher au monde, comme si c'était une grande tragédie. J'ai fait un pas en arrière. Arrête ça, Eliane. Elle a ri de nouveau, mais cette fois c'était plus dur, plus aigu. Oh, allez. On est tous en famille ici, ou presque. Dis-leur, Chloé. Dis-leur comment tu te le es faite. C'était un accident d'entraînement? Tu as trébuché sur une caisse de ravitaillement? Elle a regardé les invités, les invitant à la plaisanterie. C'est ça le problème avec Chloé. Elle veut que tout le monde pense qu'elle est cette survivante endurcie, mais nous savons tous qu'elle s'est probablement juste écorchée sur le bord d'une boîte de conserve et qu'elle en a profité pour toucher une pension d'invalidité. Une vague de rire a parcouru le groupe. C'était un rire nerveux, le troupeau signalant sa soumission à l'alpha. Il ne connaissait pas la vérité, mais il savait qui signait les chèques du traiteur, alors il riait. Je suis resté figé, mon bras gauche me lançait, une douleur fantôme irradiant du tissu kéloïde déchiqueté caché sous le jean. La cicatrice courait de mon poignet à mon coude, une carte de chaleur et de débris que j'avais passé 4 ans à essayer d'oublier. L'entendre la réduire à une chute de blague me donnait l'impression d'être ramené à ce moment précis. J'ai ouvert la bouche pour parler, pour lui dire d'aller au diable, pour crier, mais ma gorge s'était nouée. La honte était brûlante et suffocante. Ça suffit. La voix ne venait pas du cercle. Elle venait du barbecue. Les rires se sont instantanément tus. Le colonel Antoine Fournier s'est retourné. C'était un homme imposant, aux larges épaules, avec des cheveux qui grisonnaient aux tempes d'une manière qui semblait distinguée plutôt que vieillie. Il portait un tablier par-dessus son polo, tenant une paire de pinces en métal. Je ne l'avais rencontré que quelques fois. C'était le deuxième mari d'Eliane, un homme qui restait habituellement en arrière-plan, hochant la tête en silence pendant qu'elle tissait ses histoires. Il ne hochait pas la tête maintenant. Il posa les pinces sur le côté du barbecue avec un bruit métallique délibéré. Il s'essuya les mains sur une serviette et s'avança vers nous. La foule s'écarta instinctivement. Il n'a pas regardé Eliane. Il n'a pas regardé l'homme à la bière. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux étaient bleus, pâles et intenses. Et pour la première fois, j'y ai vu quelque chose qui n'était pas de l'ennui. Il s'est arrêté à 60 centimètres de moi. Il a regardé mon bras gauche. Il ne l'a pas regardé avec dégoût, et il ne l'a pas regardé avec la curiosité voyeuriste des civils. Il a regardé le tissu de ma manche comme s'il pouvait voir la topographie de la peau en dessous. Dubois, a-t-il dit. C'était la première fois qu'il m'appelait par mon nom de famille. Ce n'était pas une adresse désinvolte. C'était une convocation. Je me suis redressé, ma colonne vertébrale se verrouillant dans une posture que je pensais avoir laissée derrière moi dans le désert. Oui, mon colonel. Où étiez-vous, a-t-il demandé, sa voix était basse, mais elle portait un poids qui a fait disparaître le reste de la fête. J'ai dégluti. Province de Capisa, mon colonel. District 6. Il a secoué légèrement la tête. Non, pas la province. Le poste avancé spécifique. J'ai hésité.
Ce n'était pas une information habituellement partagée lors de barbecues en banlieue. C'était une information enfouie dans des dossiers expurgés et des cauchemars. Mais la façon dont il me regardait ne laissait aucune place à l'évasion. Base opérationnelle avancée Aigle, ai-je dit doucement. L'unité de triage. Le colonel est devenu très immobile. Le silence qui a suivi était absolu. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Il a regardé mon visage, cherchant un mensonge. Et puis son regard est retombé sur mon bras. Section médicale évacuation 7, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était un code. Une désignation spécifique pour une unité d'évacuation médicale qui avait opéré dans la pire vallée du monde pendant la saison de combat la plus meurtrière de la décennie. Une unité qui avait subi 80% de pertes en une seule nuit. J'ai senti le sang quitter mon visage. Comment connaissez-vous cette désignation? Il ne m'a pas répondu. Il est juste resté là et le masque du mari de banlieue est tombé complètement. L'homme qui se tenait devant moi n'était pas l'accessoire d'Eliane. C'était un officier qui voyait un soldat. Eliane, sentant son contrôle lui échapper, a essayé de rire. Antoine, chéri, qu'est-ce que tu fais? Tu fais peur à la pauvre petite. Antoine l'a ignoré. Il n'a même pas scié. Il a fait un pas de plus vers moi, envahissant mon espace personnel d'une manière qui aurait dû être menaçante, mais qui ressemblait plutôt à un bouclier qui se levait. Il savait. Il a regardé la manche qui couvrait mon bras, et je savais qu'il voyait la chair brûlée, le muscle manquant, et l'histoire écrite dans le tissu cicatriciel. Il ne voyait pas un accident de boîte de conserve. Il voyait la pire nuit de ma vie. Et puis il a pris une inspiration et s'est préparé à dire quelque chose qui allait réduire tout ce barbecue en cendres. L'odeur du barbecue au charbon de bois a disparu instantanément, remplacée par l'odeur de carburant diesel, de béton pulvérisé et l'odeur cuivrée de sang ancien. Le jardin de la banlieue s'est dissous. L'herbe manucurée s'est transformée en la poussière grise et poudreuse d'une route de ravitaillement qu'il n'avait pas vue depuis 6 mois. Je ne portais plus une paire de sandales confortables. Je portais 18 kilos de plaques de céramique et de Kevlar, et mes bottes glissaient dans une boue qui n'était pas faite d'eau. C'était en 2014, un mardi soir qui ressemblait exactement à tous les autres mardis soirs jusqu'à ce que le monde explose. Nous menions une mission d'escorte médicale standard, déplaçant 3 camions de transport entre les postes avancés. Les renseignements étaient clairs. La route avait été déminée. Mais la guerre se fiche des horaires ou des rapports de sécurité. L'explosion n'avait pas sonné comme une explosion. Elle avait sonné comme la terre elle-même se fissurant. Un bruit sourd et percutant que j'ai senti dans mes dents avant de l'entendre avec mes oreilles. Puis est venu le crissement du métal se tordant contre les lois de la physique. Le son d'un véhicule de 10 tonnes projeté comme un jouet. J'étais dans le deuxième véhicule. Nous nous sommes arrêtés brutalement. Les ceintures de sécurité se sont verrouillées assez fort pour meurtrir les os. Mes oreilles bourdonnaient. Un sifflement aigu qui noyait les cris. Mais mon corps a bougé en pilote automatique. La mémoire musculaire a pris le dessus. J'ai ouvert la portière d'un coup de pied et je suis sorti en roulant dans la chaleur. Il faisait près de 40 degrés à minuit. Une chaleur sèche et suffocante qui aspirait l'humidité directement de vos yeux. Le véhicule de tête était sur le côté, englouti par des flammes qui léchaient le ciel noir comme des langues affamées. L'air était épais de fumée, si dense qu'on pouvait goûter le caoutchouc et le plastique brûlé. Je suis resté accroupi, rampant dans la poussière, mon sac médical traînant lourdement contre ma hanche. Des traceurs volaient au-dessus de nos têtes. Des lignes vertes et rouges cousant l'obscurité. Mais je ne les regardais pas. Un médecin ne regarde pas le combat. Un médecin cherche les morts. J'ai atteint l'épave. La chaleur était assez intense pour roussir les poils de mes bras. J'ai trouvé le chauffeur en premier. Il était parti, tué sur le coup. J'ai vérifié le pouls, confirmé le silence, et je suis passé à autre chose. L'arithmétique brutale du triage exigeait que je sois froide. On ne soigne pas les morts. On sauve les récupérables. C'est là que je l'ai vu. Le sergent-chef Nolan Mercier était coincé sur le siège passager. Le poids écrasant du tableau de bord s'était effondré sur ses jambes, le piégeant dans une prison d'acier tordu. Le feu commençait à se frayer un chemin dans la cabine, rampant sur la sellerie. Nolan était réveillé. Il avait 24 ans,
avec un visage qui gardait encore la douceur de la jeunesse malgré la crasse et la saleté. Il ne criait pas. C'est la chose qui m'a hanté plus que le bruit. Il était parfaitement, terriblement calme. Ses yeux étaient grands ouverts, reflétant les flammes. Mais il ne paniquait pas. Il me regardait comme si je venais d'entrer dans une pièce pour lui poser une question. J'ai grimpé sur le côté de l'épave, le métal me brûlant les paumes à travers mes gants tactiques. Je me suis penché, attrapant son gilet, essayant de trouver un levier. « Sors-moi de là, Chloé », a-t-il dit. Sa voix était conversationnelle. « Attends. » « J'essaie, Nolan. »« J'essaie. » J'ai calé mes bottes contre le cadre de la porte et j'ai tiré. J'ai tiré jusqu'à ce que je sente les fibres de mes propres muscles se déchirer. Il n'a pas bougé. Le métal se refroidissait autour de lui, se contractant, l'enfermant. Le feu a repris de plus belle. Une vague de chaleur a déferlé sur nous, volant l'oxygène de mes poumons. La manche de mon uniforme s'est accrochée à un morceau déchiqueté du cadre de la porte, se déchirant, exposant la peau de mon avant-bras gauche. J'ai cherché plus profondément, essayant de trouver un loquet de déverrouillage, essayant de trouver n'importe quoi. Mon bras s'est pressé contre le métal surchauffé de la porte. J'ai senti ma propre peau brûler avant de sentir la douleur. C'était une agonie aiguë et clarifiante, blanche, brûlante et absolue, mais je n'ai pas reculé. Je ne pouvais pas reculer. Ma main agrippait son épaule. Et si je lâchais, il était seul. Je criais alors, criant pour un pied de biche, criant à l'aide. Mais la fusillade à l'extérieur était trop forte. Personne ne pouvait m'entendre. Il n'y avait que moi, le feu et Nolan. Il a regardé mon bras, regardant la peau cloquer et se carboniser contre le métal. Il a vu la douleur sur mon visage que j'essayais de cacher. « Chloé, arrête », a-t-il dit. Je l'ai ignoré. J'ai tiré plus fort. La peau de mon avant-bras fusionnait avec le camion, mais je m'en fichais. J'étais un médecin. Mon travail était de tromper la mort. Je n'allais pas la laisser gagner cette fois. Nolan a levé sa main libre. Ses gants étaient déchirés, ses doigts couverts de suie. Il a attrapé mon poignet, le même poignet qui était en train de brûler, et il a serré. Il n'a pas serré pour me faire mal. Il a serré pour me forcer à le regarder. « Pars », a-t-il dit. « Non », ai-je lâché entre mes dents, des larmes coulant sur mon visage, s'évaporant instantanément dans la chaleur. « Tu dois partir, Chloé. C'est fini. » Les flammes léchaient ses bottes maintenant. La chaleur était insupportable. Ma vision se rétrécissait. Il m'a tiré plus près juste une seconde. Ses yeux étaient clairs, d'un bleu terrifiant au milieu du chaos orange. Il savait. Il savait qu'il ne rentrerait pas chez lui en Auvergne. Il savait qu'il n'allait pas revoir son chien ou réparer cette vieille voiture dont il parlait aux messes. « Dis-lui », a chuchoté Nolan, sa voix rauque à cause de la fumée. « Dire à qui ?» ai-je étouffé. « Dis au colonel », a-t-il dit. « Dis-lui que je n'ai pas eu peur. » Ce n'était pas un message pour sa mère. Ce n'était pas un message pour une femme. C'était un message pour un commandant. Dis-lui que je n'ai pas eu peur. Le réservoir de carburant a explosé. Un mur de force m'a frappé, me projetant en arrière de l'épave. Je suis tombé lourdement sur la poussière, roulant, mes bras hurlant d'agonie. J'ai essayé de me relever, j'ai essayé de retourner en courant, mais une paire de mains a attrapé mon gilet et m'a traîné au loin. C'était l'un des tireurs qui me mettait à l'abri. Je me suis débattu. J'ai donné des coups de pied et j'ai crié, regardant la cabine disparaître dans une boule de feu. J'ai regardé Nolan disparaître. La cicatrice sur mon bras n'était pas seulement une brûlure. C'était l'empreinte physique de la dernière chose que j'ai touchée avant de l'avoir abandonnée. C'était la forme de la porte du camion qui l'a tenu loin de moi. C'était la chaleur du feu qui l'a emporté. Quand je suis rentré à la maison 6 mois plus tard, j'étais vidé. Ils ont essayé de me donner une médaille pour avoir traîné le tireur en sécurité plus tard cette nuit-là. Je l'ai jeté dans un tiroir et je ne l'ai jamais regardé. Des journalistes ont appelé, voulant l'histoire humaine de la femme médecin sur la ligne de feu. Je leur ai raccroché au nez. Ils voulaient un héros. Je n'étais qu'un témoin d'un massacre. J'ai dérivé pendant 1 an. Flottant à travers des emplois dont je me fichais.
vivant dans des appartements que je ne décorais pas. J'ai finalement atterri à l'Institut de réponse rapide de Belfort. C'était un endroit stérile et sûr. J'enseignais aux employés d'entreprise comment utiliser des défibrillateurs. J'enseignais aux mères de famille comment appliquer une pression sur une plaie. J'étais doué pour ça. J'étais efficace. Je pouvais parler de perte de sang et de choc sans scier. Je pouvais démontrer l'application d'un garrot en 15 secondes. Mes étudiants me trouvaient intense. Mon patron m'appelait un atout. Il ne savait pas qu'à chaque fois que je montrais comment vérifier un pouls, je sentais la sensation fantôme du poignet de Nolan sous mes doigts. Je portais toujours des manches longues. Coton en été, laine en hiver. Je couvrais la cicatrice parce que je ne supportais pas les questions. Les civils posaient des questions avec une curiosité morbide, comme s'il s'agissait d'une morsure de requin ou d'un accident de moto. Ils voulaient une histoire cool. Ils ne voulaient pas entendre parler de l'odeur des cheveux brûlés ou du son d'un garçon de 24 ans acceptant sa mort avec la grâce d'un saint. La cicatrice était mon registre. C'était l'enregistrement de la dette que je devais et que je ne pourrais jamais rembourser. Je me réveillais à 3 heures du matin, 3 nuits par semaine, en sueur et haletante, griffant mon propre bras comme si je pouvais arracher le souvenir de ma peau. Mais je ne l'ai jamais dit à personne, ni aux thérapeutes que les anciens combattants suggéraient, ni aux quelques amis qui me restaient, et certainement pas à ma famille, qui pensait que mon temps à l'étranger n'était qu'une phase que j'avais traversée avant de me ranger. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'Eliane en fasse une blague, jusqu'à ce qu'un homme que je pensais n'être qu'un mari de banlieue me regarde et prononce la désignation de mon unité comme si c'était une prière. J'ai cligné des yeux et le désert a disparu. L'odeur de diesel brûlé s'est estompée, remplacée par l'odeur écœurante du parfum cher d'Eliane. J'étais de retour au barbecue. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. Le colonel était toujours là, à attendre. Il avait percé les couches de mon camouflage avec une seule phrase. Et maintenant, je me tenais nu devant lui, portant le poids d'un fantôme que j'avais promis de garder en sécurité. La voix d'Eliane a brisé le moment comme une pierre jetée à travers un vitrail. « Oh, regardez-les tous les deux », a-t-elle annoncé, sa voix assez aiguë pour atteindre les voisins, en train de se lier d'amitié sur des histoires de guerre. N'est-ce pas mignon? Elle a tapé dans ses mains, un son sec et percutant qui a convoqué le reste de la fête plus près. Le cercle d'invités s'est de nouveau resserré, leur curiosité piquée par la tension qui émanait de la zone du barbecue. Eliane s'est déplacée entre le colonel et moi, brisant physiquement la ligne de vue, reprenant sa position de metteur en scène de cette scène. « Allez, Chloé » a-t-elle dit, faisant un geste avec son verre de vin. Antoine meurt évidemment d'envie de savoir, et tout le monde aussi. Arrête de faire ta martyre et dis-nous tout. Montre-nous le bras. On est tous en famille ici. Pas besoin d'être si précieuse à ce sujet. J'ai fait un pas en arrière, mes talons s'enfonçant dans l'herbe tendre. Non, ai-je dit, ma voix était ferme, mais mes mains tremblaient. Je ne vais pas faire ça, Eliane. Un murmure a parcouru la foule. J'ai vu ma cousine Sarah baisser les yeux sur ses chaussures. J'ai vu l'oncle Robert prendre une longue gorgée de sa bière, refusant de croiser mon regard. Ils étaient mal à l'aise. Oui, mais ils étaient aussi terrifiés à l'idée de contrarier Eliane. Dans cet écosystème, il était plus sûr de laisser le prédateur manger le retardataire que d'intervenir. Eliane a soupiré. Une expiration dramatique de déception. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Nous posons une simple question. Nous essayons de nous intéresser à sa vie et elle agit comme si nous l'attaquions. C'est impoli, Chloé. Honnêtement, c'est juste impoli. Tu disparais pendant des années. Tu te pointes avec la moitié des affaires de ton père manquantes et puis tu refuses de répondre à une simple question de ta propre tante. L'injustice de la situation m'est montée à la gorge comme de la bile. Elle tordait la réalité en temps réel, me peignant comme l'agresseur pendant qu'elle grattait mes cicatrices. J'ai regardé les visages de mes proches, cherchant un allié, une personne qui dirait que cela suffisait. Je n'ai trouvé que des regards détournés et des sourires polis et figés. Je m'en vais, ai-je dit. J'ai tourné les talons, serrant mon sac. Je me fichais de la boîte d'affaires de mon père maintenant. Je voulais juste arriver à ma voiture, verrouiller les portes et conduire jusqu'à ce que je ne sente plus l'odeur de fumée de barbecue. J'ai fait 2 pas avant qu'une main ne se pose sur mon épaule droite. Ce n'était pas une prise.
Ce n'était pas la contrainte énergique de quelqu'un essayant d'arrêter une bagarre. C'était lourd, chaud et ferme. Attendez. Je me suis arrêté. J'ai regardé en arrière. Le colonel Fournier était là. Il avait complètement contourné Eliane. Il ne la regardait pas. Il me regardait. Et son expression avait changé, passant de la reconnaissance à quelque chose de bien plus fragile. « S'il vous plaît », a-t-il dit. C'est le mot qui m'a arrêté. Les hommes comme le colonel Fournier, les hommes avec des feuilles de chêne et des aigles sur leur col, ne disent pas s'il vous plaît. Ils donnent des ordres. Mais sa voix s'est brisée sur le mot. Il a contourné Eliane comme si elle était un meuble de jardin. Il est venu se tenir à nouveau devant moi, ignorant les 30 personnes qui nous regardaient. Puis-je, a-t-il demandé, faisant un vague geste vers mon bras gauche. J'ai hésité. Chaque instinct de mon corps me hurlait de courir, de me cacher, de me couvrir. Mais le regard dans ses yeux m'a paralysé. Ce n'était pas de la curiosité. C'était du désespoir. Il ressemblait à un homme cherchant de l'eau dans un désert. J'ai lentement déboutonné le poignet de ma chemise en jean. Mes doigts semblaient maladroits et épais. J'ai retroussé le tissu, exposant le poignet, puis l'avant-bras. La cicatrice était laide. Il n'y avait pas de façon poétique de la décrire. C'était une carte chaotique de tissu brillant et en relief, variant en couleur du rouge vif au blanc mort. Elle s'enroulait autour de mon bras là où la peau avait fusionné avec la porte métallique du camion. Elle ressemblait à la violence. Eliane a laissé échapper un petit hoquet théâtral. Oh mon Dieu! Eh bien, c'est certainement vivant. On comprend pourquoi elle la cache. On dirait qu'elle s'est renversée une friteuse dessus. Le colonel Fournier ne l'a pas entendu. Il a tendu la main, sa main planant au-dessus de la cicatrice sans la toucher, traçant l'air au-dessus de la peau. Il tremblait. J'ai regardé une seule goutte de sueur couler sur sa tempe. 22 juillet, a-t-il chuchoté. Je me suis figé. La date m'a frappé en pleine poitrine comme un coup physique. 2014, a-t-il continué, sa voix gagnant en force, bien que ses yeux soient restés fixés sur la brûlure. La vallée de la rivière Argandab. Route cuivre. J'ai arrêté de respirer. Le bruit de fond de la fête, la musique, le tintement des glaçons, le trafic lointain, a sombré dans un silence total. Les invités regardaient toujours, mais le sourire narquois avait disparu du visage d'Eliane. Elle avait l'air confuse, ses yeux allant de son mari à moi. « Comment savez-vous cela » ai-je chuchoté, ma voix à peine audible. Il a alors levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient bordés de rouge, nageant dans des larmes qu'il luttait pour retenir. Il n'a pas répondu à ma question. Au lieu de cela, il en a posé une. « Le feu » a-t-il dit. Il venait du réservoir de carburant secondaire. « Vous étiez dans le deuxième véhicule » ? Oui. « Vous étiez le médecin » ? Oui. Il a pris une inspiration. Une inspiration frissonnante qui a semblé secouer tout son grand corps. Et vous avez essayé de le sortir. C'est ça que c'est. Il a montré la cicatrice. Il ne l'a pas montrée avec dégoût. Il l'a montrée avec révérence. C'est la forme du cadre de la porte, a-t-il dit. Vous vous êtes accroché pendant que ça vous brûlait. Eliane a ri. Un son nerveux et aigu qui a grincé dans le silence. Antoine, de quoi diable parles-tu? Tu agis comme si tu y étais. Arrête d'être si dramatique. Elle invente probablement la moitié de tout ça. Tais-toi, Eliane. La voix du colonel a retenti dans tout le jardin. C'était une voix de commandement, une voix qui avait déplacé des bataillons et ordonné des frappes aériennes. Eliane a tressailli comme si elle avait été giflée, sa bouche s'est refermée d'un coup, son visage perdant sa couleur. Jamais en 20 ans de mariage on ne lui avait parlé comme ça en public. Antoine Fournier s'est retourné vers moi. Il a redressé sa colonne vertébrale. Il a joint les talons. Le mouvement était sec, précis, et complètement déplacé dans un jardin de banlieue. Il a levé sa main droite. Il m'a salué. Ce n'était pas un signe de la main désinvolte. C'était un salut lent et formel, tenu avec une rigidité parfaite. Ses doigts touchaient le bord de son sourcil, sa paume plate,
sa posture diffusant un niveau de respect qui accompagnait habituellement un cercueil drapé d'un drapeau. Je suis resté là, stupéfaite, mon bras toujours exposé, la cicatrice brillant sous le soleil de l'après-midi. J'ai senti une chaleur monter à mon visage, mais ce n'était pas de la honte. Pour la première fois en 4 ans, la chaleur que je sentais n'était pas le souvenir du feu. C'était le poids soudain et écrasant d'être vu. Les proches se tenaient immobiles, leurs verres arrêtés à mi-chemin de leur bouche. Leurs yeux passaient du colonel à moi, et dans cette pause, ils ont réalisé qu'ils avaient tout mal interprété. Eliane se tenait la bouche légèrement ouverte, ses mains jointes devant elle. Dépouillée de son pouvoir, elle avait essayé de me transformer en chute de blague, et son mari venait de me transformer en monument. Le colonel a tenu le salut pendant un long compte de 3, puis a baissé sa main avec une finalité nette à son côté. Il a rencontré mon regard, et les larmes ont finalement débordé, traçant des chemins sur des joues qui ne portaient plus de suie. Je sais, a-t-il dit, sa voix épaisse de chagrin, mais assez claire pour que tout le monde entende. Je sais ce qu'il t'a dit de dire, Chloé. Je l'ai regardé fixement, mon pouls battant fort dans mes oreilles. Je sais à qui appartiennent ces derniers mots, a-t-il dit. Et je sais qu'il a tenu sa promesse. 3 heures après avoir quitté le barbecue, mon téléphone a vibré sur le siège passager de ma voiture. J'étais garé sur le parking d'une épicerie ouverte 24 heures sur 24, fixant la porte automatique qui s'ouvrait et se fermait, incapable de rentrer chez moi. L'adrénaline retombait, me laissant tremblante et froide malgré la chaleur estivale. Le numéro sur l'écran était local, mais je ne le reconnaissais pas. Mon pouce a hésité sur le bouton de refus. Je supposais que c'était Eliane, appelant pour crier, pour exiger des excuses, ou pour tisser une nouvelle histoire où j'avais gâché sa fête. Mais la curiosité, ou peut-être un étrange sentiment d'inévitabilité, m'a fait répondre. Ici Chloé, ai-je dit, ma voix rauque. Mademoiselle Dubois, c'est Antoine Fournier. La voix était dépouillée du ton de commandement qu'il avait utilisé dans le jardin. Elle semblait fatiguée. Elle ressemblait à celle d'un homme qui retenait son souffle depuis une décennie. Je n'ai rien dit. J'ai regardé une femme pousser un chariot plein de packs de soda vers son monospace. Je suis au café sur la 4e MN, près de la porte sud de la base, a-t-il dit. C'est calme. S'il vous plaît, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai raccroché sans rien promettre. Mon instinct était de démarrer la voiture et de conduire dans la direction opposée, de mettre des frontières entre moi et la famille Fournier. J'avais passé des années à construire des murs pour tenir les gens comme eux à l'écart. Mais l'image de son salut, cette démonstration rigide et tremblante de respect devant les gens qui se moquaient de moi, continuait de tourner dans ma tête. Il avait fait taire la pièce pour moi. Je lui devais au moins une tasse de café. Le café était un petit endroit industriel qui servait principalement le personnel de la base. Ça sentait les grains torréfiés et le nettoyant pour sol. Quand je suis entré, le colonel Fournier était assis dans une banquette au fond, loin des fenêtres. Il ne portait plus le tablier. Il avait enfilé une simple chemise à boutons, ressemblant moins à un officier de haut rang qu'à un grand-père attendant de mauvaises nouvelles. Il s'est levé quand il m'a vu. Il n'a pas offert de poignée de main, ce que j'ai apprécié. Il a juste fait un geste vers le siège en face de lui. « Merci d'être venu », a-t-il dit. Je me suis assise. Je n'ai rien commandé. J'ai juste posé mes mains sur la table, les joignant pour arrêter les tremblements. « Pourquoi » ai-je demandé. C'était le seul mot que j'arrivais à prononcer. Il a mis la main dans sa poche et en a sorti une petite boîte en velours noir. Il l'a fait glisser sur la table en bois rayé. Elle s'est déplacée lentement, comme une pièce d'échec. « Ouvrez-la » a-t-il dit. J'ai hésité. Le velours semblait usé, les coins élimés. J'ai tendu la main et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, épinglé sur la doublure en satin, se trouvait un insigne d'unité. Ce n'était pas une épingle réglementaire. C'était l'insigne distinctif du bataillon auquel j'avais été rattaché. L'insigne spécifique de l'unité d'infanterie à laquelle appartenait Nolan. Mais celui-ci était différent. Il avait un petit éclat dans l'émail sur l'aile gauche de l'aigle. J'ai arrêté de respirer. Je connaissais cette épingle. Je l'avais vue tous les jours pendant 6 mois, attachée à un gilet tactique. Il portait ça sur son équipement, a dit Fournier doucement.
Il disait que c'était son porte-bonheur parce qu'il l'avait trouvé dans un surplus avant son déploiement. J'ai levé les yeux vers lui. Vous avez gardé son épingle. J'ai tout gardé, a dit Fournier. Il s'est adossé, passant une main sur son visage. J'ai lu le rapport d'incident, Chloé. Je l'ai lu il y a 12 ans. Les documents officiels de l'armée sont secs. Il parle de coordonnées géographiques, d'heures d'engagement et de chiffres de perte. Il mentionnait un médecin, le caporal-chef Dubois, qui avait subi des brûlures au 2e degré en tentant d'extraire la victime. Il a fait une pause, regardant mon bras, qui était maintenant de nouveau caché sous ma longue manche. Mais les rapports ne racontent pas l'histoire, a-t-il continué. Ils ne vous disent pas que le médecin a refusé de partir. Ils ne vous disent pas que le médecin a dû être traîné physiquement par un tireur. J'ai dû creuser pour trouver ça. J'ai dû trouver les hommes qui étaient dans l'autre camion. Je connais votre nom depuis 12 ans. Je n'ai juste jamais su que vous étiez la nièce d'Eliane jusqu'à ce que je voie la liste des invités pour le barbecue aujourd'hui. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Vous saviez que je venais? J'espérais, a-t-il dit, mais je ne savais pas avec certitude si c'était vous. Dubois est un nom courant. Mais quand j'ai vu la cicatrice, j'ai su. Il a pris une gorgée de son café noir. Sa main était stable maintenant, mais ses yeux étaient hantés. Pourquoi est-ce que ça compte pour vous, ai-je demandé, ma voix s'élevant légèrement. Je sais qu'il était votre soldat. Je sais que vous perdez des hommes. Dieu sait que j'ai perdu patience, mais pourquoi Nolan? Pourquoi lui? Fournier a regardé par la fenêtre le parking. Un groupe de jeunes soldats est passé en riant, portant leurs uniformes avec l'arrogance de l'immortel. Eliane pense que Nolan n'était qu'un sous-officier prometteur que j'appréciais, a-t-il dit doucement. Elle pense que je suis sentimental à propos des troupes. Elle aime l'image du commandant bienveillant. Ça correspond à sa narration de qui je suis. Il a tourné son regard vers moi, et la douleur dans ses yeux était sans fond. Nolan n'était pas juste un soldat pour moi. Son père était mon meilleur ami pendant les classes. Quand son père est mort dans un accident de voiture causé par l'alcool et que sa mère s'est effondrée, Nolan avait 16 ans. Il était en colère. Il filait droit vers la prison. Je ne l'ai pas seulement recruté, Chloé. Je l'ai recueilli. Je l'ai regardé fixement. Les pièces se sont mises en place. Tranchantes et douloureuses. Il a vécu chez moi pendant 2 ans, a dit Fournier. Je lui ai appris à conduire une boîte manuelle sur le parking du lycée. J'ai signé ses bulletins scolaires. J'étais dans les gradins pour ses matchs de foot. C'est moi qui ai signé la dérogation pour qu'il s'engage à 18 ans parce qu'il voulait être comme moi. Il a laissé échapper un rire court et amer. Eliane ne sait pas cette partie. Elle ne sait pas qu'il a vécu dans la chambre d'amis pendant 2 ans avant notre mariage. Elle ne sait pas que le garçon qu'elle appelle un soldat était la chose la plus proche que j'ai jamais eue d'un fils. Je me suis rassise. L'air quittant mes poumons. Le barbecue, les moqueries, les blagues cruelles d'Eliane sur ma cicatrice. Tout cela a pris une nouvelle dimension grotesque. Elle s'était moquée de la blessure que j'avais eue en essayant de sauver le garçon que son mari aimait comme un fils, et elle n'en avait aucune idée. Elle ne comprendrait pas, a dit Fournier, répondant à la question que je n'avais pas posée. Eliane aime l'uniforme de parade. Elle aime les médailles. Elle ne peut pas gérer le désordre. Elle ne peut pas gérer le fait que j'ai envoyé le garçon que j'ai élevé dans un endroit où il est mort brûlé. Si je lui disais la vérité, elle en ferait une affaire personnelle. Elle ferait de sa mort une tragédie qui lui est arrivée. Je ne pouvais pas la laisser toucher à ce souvenir. Il a de nouveau mis la main dans la poche de sa veste. Cette fois, il en a sorti une enveloppe. C'était un modèle militaire standard, légèrement jauni par le temps. Les coins étaient cornés. Elle avait été portée dans une poche pendant longtemps. Il n'y avait pas de timbre, juste un nom griffonné sur le devant dans une écriture que j'ai reconnue immédiatement. Pour le colonel. Ma gorge s'est nouée. Il a écrit ça la nuit avant le convoi, a dit Fournier. Son chef de groupe l'a trouvé dans son casier à la base. Ça m'est parvenu avec ses effets personnels. Il a poussé l'enveloppe sur la table jusqu'à ce qu'elle repose à côté de la boîte en velours. Je ne l'ai jamais ouverte, a-t-il chuchoté. Je l'ai regardée, choqué. 12 ans. J'étais un lâche, a-t-il dit simplement. Je pouvais affronter le feu ennemi.
Je pouvais envoyer des hommes au combat, mais je ne pouvais pas me résoudre à lire son adieu. J'avais peur qu'il me blâme. J'avais peur qu'il dise qu'il avait peur et que c'était de ma faute de l'avoir laissé partir. Il m'a regardé, son expression suppliante. Mais aujourd'hui, tu m'as dit ce qu'il a dit. Tu m'as dit qu'il n'avait pas peur. Il a montré l'enveloppe. Tu étais là, Chloé. Tu as été la dernière personne à le regarder dans les yeux. Tu détiens l'autre moitié de cette histoire. Je ne peux pas lire ça seul. Je n'en ai pas la force. Le café a semblé s'estomper. Il n'y avait plus que nous deux et le bout de papier qui se trouvait entre nous comme une arme chargée. J'ai tendu la main. Mes doigts ont effleuré le papier. Il était sec et cassant. Il ressemblait à la poussière du désert. Je me suis souvenu du visage de Nolan dans le feu. Je me suis souvenu du calme. Je me suis souvenu de la façon dont il a serré mon poignet, de la façon dont il a accepté son sort pour que je puisse vivre. Il n'était pas mort en maudissant l'homme qu'il avait envoyé là-bas. Il était mort en envoyant un message de réconfort. J'ai ramassé l'enveloppe. Elle ne pesait rien. Mais elle me semblait plus lourde que le sac médical que j'avais traîné dans la poussière. « Vous voulez que je la lise ?» ai-je demandé. « Je veux que nous sachions » a-t-il dit. « Je ne l'ai pas apportée ici pour te faire pleurer, Chloé. Je l'ai apportée pour que tu puisses voir. Je l'ai apportée parce que tu as gagné le droit de savoir ce qu'il voulait dire. » J'ai glissé mon pouce sous le rabat de l'enveloppe. La colle avait séché il y a des années. Elle s'est ouverte avec une douce déchirure. J'ai sorti une seule feuille de papier de cahier ligné. L'écriture était désordonnée, hâtive, écrite par un jeune homme assis sur un lit de camp sous une ampoule faible, pensant à l'homme qu'il avait sauvé d'une vie de néant. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé le colonel, et j'ai commencé à lire la première ligne. L'appartement était silencieux, le genre de silence lourd et suffocant qui suivait habituellement une attaque au mortier. Mais cette fois, c'était juste les séquelles d'une réunion de famille. J'ai placé la boîte en velours avec l'insigne d'unité sur ma table basse, juste à côté de l'enveloppe que le colonel Fournier m'avait donnée. Ils étaient là comme des artefacts religieux, exigeant la révérence, mais mes yeux continuaient de dériver vers l'autre objet dans la pièce, la boîte en carton qu'Eliane m'avait donnée. Elle était posée sur le sol, innocente et abîmée. J'avais été si en colère plus tôt, si concentré sur l'insulte des punités que je n'avais pas regardé de près le contenant lui-même. Je me suis assise sur le tapis et j'ai tiré la boîte vers moi. C'était une boîte de déménagement standard, fermée avec du ruban adhésif en bas. Mais en passant ma main à l'intérieur, mes doigts ont accroché quelque chose. Le fond en carton n'était pas plat. Il y avait une arête, une légère séparation là où les rabats auraient dû être alignés. J'ai vidé le contenu, les pulls moches, la tasse ébréchée, sur le sol. J'ai retourné la boîte. Le ruban adhésif en bas était vieux, jauni et se décollait, mais il y avait une deuxième couche de ruban d'emballage transparent par-dessus. Il avait l'air frais. J'ai attrapé un cutter dans le tiroir de ma cuisine et je l'ai ouvert. Il y avait un espace entre les rabats pliés. Quelqu'un avait glissé la main dedans, ou peut-être secoué la boîte jusqu'à ce que les articles plus fins et plus plats glissent dehors. Mon père avait été un archiviste méticuleux. Il gardait chaque lettre que je lui avais écrite depuis mes classes. Il gardait les impressions des quelques emails que j'avais envoyés de l'étranger. Il gardait des photographies. Je me souvenais d'une enveloppe en manille spécifique qu'il gardait dans son bureau, intitulée « Le service de Chloé ». Elle contenait mes papiers d'engagement, mes citations de récompense et des photos candides qu'il m'avait supplié de lui envoyer. Cette enveloppe avait disparu. Je me suis rassise sur mes talons, la froide réalisation me submergeant. Au barbecue, Eliane avait fait tout un spectacle en me remettant la boîte, mais avant ça, elle l'avait gardée. Elle avait possédé mon histoire pendant des semaines. Elle n'avait pas seulement jeté les choses de valeur. Elle avait sélectionné ce qui restait. Elle avait dépouillé la boîte de tout ce qui prouvait que j'étais un soldat compétent, ne laissant que les restes qui me faisaient passer pour une vagabonde. Mais pourquoi voler les dossiers de service? Pourquoi prendre les photos? Je me suis retourné vers la table basse. L'enveloppe du colonel attendait. Mes mains tremblaient à nouveau, mais pas de colère cette fois. J'ai pris la lettre de Nolan Mercier. J'ai déplié le papier. L'écriture était déchiquetée. L'encre légèrement fanée.
Elle était datée du 21 juillet 2014, la veille de sa mort. Mon colonel, il fait chaud ici. Pas le genre de chaleur qu'on a en Auvergne où l'air vous pèse dessus. Cette chaleur est en colère. Elle veut vous tuer avant l'ennemi. J'ai lu le premier paragraphe, ma gorge se serrant. Il écrivait sur la poussière, sur la façon dont l'eau avait toujours un goût de plastique. Il écrivait que l'arrière-cour du colonel lui manquait, qu'il voulait réparer la transmission de son camion à son retour. C'était si douloureusement jeune. Il avait peur. Il ne disait pas « je suis terrifié », mais c'était là, dans la façon dont il décrivait le silence la nuit, la façon dont il admettait qu'il dormait avec ses bottes. Et puis, en bas de la page, il y avait un post-scriptum. PS. Si vous parlez à ma mère, dites-lui que je mange assez. Et si les choses tournent mal, dites à la nouvelle médecin, Dubois, qu'elle fait du bon travail. Elle pense qu'elle doit être faite de pierre pour nous garder en vie. Mais dites-lui que j'ai plus confiance en ses mains qu'en le blindage. J'ai posé la lettre. Un sanglot s'est échappé de ma gorge. Un son brut et l'équille a résonné contre les murs vides. Il m'avait vu. Pendant tout ce temps, alors que je pensais n'être qu'une fonction pour eux, un mécanicien pour leur corps, Nolan m'avait vu, essayant d'être de pierre. Dites-lui que j'ai plus confiance en ses mains. J'ai regardé ma main gauche, celle avec la cicatrice. J'avais trahi ses mains. J'ai attrapé mon téléphone. Il était passé minuit, mais je savais qu'il serait réveillé. On ne dort pas bien quand on porte des fantômes. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Chloé. Mon colonel, ai-je dit. Je l'ai lu. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre le faible bourdonnement d'un ventilateur de plafond en arrière-plan. C'était un bon gamin, a dit Fournier doucement. Il me faisait confiance, ai-je chuchoté. Il a écrit qu'il me faisait confiance. C'est vrai, a dit Fournier. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur. Il savait que tu étais là. Je me suis essuyé les yeux avec le dos de ma main. Le chagrin se mêlant enfin à la suspicion qui me rongeait depuis que j'avais ouvert la boîte de mon père. Colonel, ai-je dit, ma voix se durcissant. Quand Eliane m'a donné les affaires de mon père, l'avez-vous vu les fouiller? Fournier a hésité. Je l'ai vu au grenier plusieurs fois la semaine dernière. Elle disait qu'elle organisait. Pourquoi? Parce qu'il manque des choses, ai-je dit. Des choses spécifiques. Des photos de moi en uniforme, mes dossiers de service. Le genre de choses que vous utiliseriez si vous vouliez prouver que quelqu'un est un héros. Ou si vous vouliez construire une histoire à leur sujet. Fournier a laissé échapper un lourd soupir. Eliane adore l'attention, Chloé, mais elle garde généralement ses manigances pour les ragots du country club. Qu'est-ce que tu penses qu'elle fait? Je ne sais pas, ai-je dit. Mais elle ne s'est pas juste moquée de moi aujourd'hui pour le plaisir. Elle testait le terrain. Elle voulait voir si j'allais craquer. Nous avons raccroché quelques minutes plus tard, mais je n'ai pas dormi. Je suis resté assise dans ma cuisine à boire de l'eau froide, regardant le soleil se lever sur la ville. Le sentiment de violation était physique, comme des fourmis rampant sous ma peau. À 8 heures du matin, mon ordinateur portable a sonné avec une notification de mail. C'était d'une productrice d'une chaîne de télévision locale, France 3 Régions. L'objet était, concernant votre émouvante réunion au barbecue des Fourniers. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Chère mademoiselle Dubois, je m'appelle Jessica et je suis productrice pour l'émission Le Café du matin avec Clara. Nous avons entendu parler du moment incroyablement émouvant d'hier entre vous et le colonel Fournier. C'est une histoire si puissante, la nièce vétéran et l'oncle colonel unis par une perte tragique. Nous serions ravis de vous avoir dans l'émission pour discuter de votre service, de votre rétablissement et de la façon dont la famille guérit toutes les blessures. Je suis resté bouche bée devant l'écran. La famille guérit toutes les blessures. C'était une blague de mauvais goût. Mais c'est la pièce jointe qui m'a glacé le sang. C'était une photo de moi. J'avais 23 ans sur la photo, assise sur une pile de sacs de sable, mon casque enlevé, un sourire poussiéreux sur le visage. Je tenais une bouteille d'eau, l'air épuisé mais vivante. C'était une photo prise sur le vif par mon chef de groupe et envoyée par email à mon père. C'était un moment privé, un aperçu de la fille que j'étais avant le feu. Cette photo était dans l'enveloppe en manille dans la boîte de mon père.
Eliane ne l'avait pas seulement volé. Elle l'avait scanné. Elle l'avait envoyé à une productrice de télévision. Elle me présentait. Elle nous présentait. J'ai compris le jeu instantanément. Eliane avait été humiliée hier. Le colonel l'avait dépouillée de son pouvoir dans son propre jardin. Elle devait reprendre le contrôle du récit. Elle ne pouvait pas être la méchante qui se moquait d'un vétéran. Elle devait être la tante aimante qui facilitait une réunion de guérison. Elle vendait mon traumatisme pour racheter son statut social. Je pouvais entendre sa voix dans ma tête, racontant l'histoire à la productrice. Oh, ma pauvre nièce. Elle est si timide, si abîmée, mais nous travaillons ensemble là-dessus. J'ai refermé l'ordinateur portable d'un coup sec. La colère qui est montée en moi était froide et tranchante. Ce n'était pas la colère réactive du barbecue. C'était tactique. Elle voulait un spectacle. Elle voulait me mettre devant une caméra et parader avec ma cicatrice pour l'audimat. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas appelé Eliane. Je n'ai pas appelé le colonel. J'ai regardé à nouveau l'email et j'ai trouvé le numéro de la productrice. Eliane pensait qu'elle mettait en scène cette pièce. Elle pensait que j'étais toujours la fille silencieuse qui cachait son bras et laissait la famille parler pour elle. Elle avait oublié ce que j'étais avant. Elle avait oublié qu'avant d'être une victime, j'étais un soldat qui marchait dans le feu. Si elle voulait de moi sur cette scène, j'irais. Mais je n'allais pas lire son script. J'ai composé le numéro de la productrice. Bonjour, ici Chloé Dubois, ai-je dit. J'ai reçu votre email. Je serais heureuse de participer à l'émission, mais j'ai une condition. Les néons de la salle de conférence de l'Institut de réponse rapide de Belfort bourdonnaient à une fréquence qui me faisait mal aux dents. J'étais assise d'un côté de la table en acajou. De l'autre côté se trouvait Marcus, le directeur du programme, et une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois, une représentante de notre plus grand donateur d'entreprise. L'air dans la pièce était stérile, débarrassé de tout ce qui était humain. C'était l'exact opposé de la réalité chaotique et enfumée que je portais dans ma tête. Marcus s'est éclairci la gorge, ajustant ses lunettes. Il avait l'air peiné. « Chloé, vous savez que nous apprécions votre expertise ici », a-t-il commencé. Sa voix était étudiée, le genre de voix utilisée pour annoncer de mauvaises nouvelles sans accepter de responsabilité. La formation médicale tactique que vous dispensez est de classe mondiale. Mais nous avons une situation. Il a fait glisser une tablette sur la table. À l'écran se trouvait une vidéo en pause. Elle était tremblante, une séquence verticale prise avec un téléphone portable. J'ai immédiatement reconnu l'arrière-plan. C'était le jardin d'Eliane. La caméra était focalisée sur le colonel Fournier au garde à vous, me saluant. La légende superposée sur la vidéo disait « Drame au barbecue des Fourniers ». Héros ou canular ? Elle avait 17 000 vues. Nous avons reçu un appel ce matin du conseil d'administration, a déclaré la représentante du donateur. Elle n'avait pas l'air peinée. Elle avait l'air agacée. Ils sont préoccupés par l'image. Nous dirigeons un institut basé sur la stabilité et la gestion de crises professionnelles. Ce genre de démonstration émotionnelle virale. Cela soulève des questions sur la stabilité, ai-je regardé. La stabilité, ai-je demandé. Nous ne pouvons pas avoir nos instructeurs au centre d'une controverse de tabloïd, a-t-elle dit. Cela détourne de la mission. Nous entendons des rumeurs selon lesquelles vous allez participer à une émission matinale pour discuter d'un différend familial impliquant l'armée. J'ai senti un poids froid et familier s'installer dans mon estomac. C'était le même sentiment que j'avais eu en rentrant de l'étranger et en essayant d'expliquer à un responsable du recrutement pourquoi j'avais un trou dans mon CV. Ils voulaient le statut d'ancien combattant pour leur quota de diversité. Mais ils ne voulaient pas de la réalité de l'ancien combattant. Ils voulaient le héros sans la cicatrice. Ce n'est pas moi qui ai posté ça, ai-je dit. Mais c'est vous qui y figurez, a dit Marcus. Écoutez, Chloé, prenez juste un congé de quelques semaines. Laissez retomber la poussière. Si vous allez à la télé et que ça se transforme en une sale bagarre de elle a dit, ça rejaillit négativement sur l'institut. Je me suis levé, ma chaise a raclé bruyamment contre le sol. Vous me demandez de me cacher, ai-je dit. Nous vous demandons d'être discrète, a corrigé la femme. Je suis sorti. Je n'ai pas argumenté.
Je n'ai pas essayé d'expliquer que l'instabilité qu'il voyait était en fait le moment le plus honorable de ma vie depuis la guerre. C'était inutile. C'étaient des civils protégeant un bilan financier. Ils ne comprendraient jamais que le silence coûte plus cher que l'argent. Alors que je marchais vers ma voiture, mon téléphone a sonné. C'était Eliane. J'ai regardé l'écran. L'audace était à couper le souffle. C'est elle qui avait probablement encouragé le tournage, ou du moins n'avait rien fait pour l'arrêter. Et maintenant, elle m'appelait alors que j'étais mise à l'écart de ma carrière. J'ai répondu. Je n'ai pas dit bonjour. Tu fais une erreur, a-t-elle dit. Pas de salutation, juste l'attaque. Je marche vers ma voiture, Eliane, ai-je dit. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai entendu pour le travail, a-t-elle dit. Sa voix est tombée dans ce ton conspirateur et maladivement doux qu'elle utilisait quand elle essayait de manipuler un résultat. Les nouvelles vont vite dans cette ville, Chloé. Je connais des gens au conseil d'administration. Je peux arranger ça. J'ai arrêté de marcher. Tu les as appelés? Je faisais de la gestion de crise, a-t-elle prétendu. Écoute, la vidéo est sortie. Les gens parlent. Tu as l'air intense, Chloé. Tu as l'air déséquilibré, debout là avec ta manche retroussée, forçant mon mari à te saluer. Ça a l'air mis en scène. Elle a laissé cela s'imprégner. Elle réécrivait à nouveau l'histoire. Mais je peux arranger ça, a-t-elle continué. Viens à l'émission avec moi. On s'assoit avec Clara. On explique que c'était un malentendu, un moment de deuil. Tu me laisses parler. Je présenterai ça comme si nous te soutenions à travers ton TSPT. Tu auras l'air sympathique. J'aurai l'air de te soutenir. L'Institut te reprendra parce que tu te fais aider. J'ai serré le téléphone si fort que le plastique a craqué. Elle voulait transformer mon traumatisme en son arc de rédemption. Elle voulait me peindre comme le soldat brisé pour pouvoir être la sainte qui me reconstruisait. Non, ai-je dit. Chloé, ne sois pas stupide. Tu vas passer pour un monstre si tu te bats contre moi sur ce coup. Je ne me bats pas contre toi, Eliane, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. J'ai fini de me battre contre toi. J'ai raccroché. Ma main était stable. Pendant des années, avoir affaire à Eliane m'avait fait trembler de frustration, mais c'était fini. La colère que je ressentais maintenant était froide. C'était la colère clarifiante d'un soldat qui identifie enfin la cible. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise là. Le silence du parking me oppressait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS. C'était d'un numéro que je ne connaissais pas. Indicatif régional 04, Auvergne. Je l'ai ouvert. Mademoiselle Dubois. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Elena Mercier. J'étais la femme de Nolan. Mon souffle s'est coupé. J'ai regardé le nom. Mercier. Un deuxième message est apparu. Un ami m'a envoyé l'extrait du barbecue. J'ai vu le colonel saluer. J'ai vu votre visage. Je n'ai entendu personne prononcer le nom de son unité depuis 12 ans. J'ai répondu, mes doigts engourdis. Je suis tellement désolé. La réponse a été immédiate. Ne le soyez pas. Je sais qui vous êtes. Nolan m'a écrit à propos de la nouvelle médecin. Il disait que vous aviez des mains qui ne tremblaient pas. J'ai vu la vidéo et j'ai vu la façon dont vous vous teniez là. Je sais qu'on a pris soin de lui. Ne les laissez pas mentir à ce sujet. J'ai posé le téléphone sur le tableau de bord. Des larmes ont piqué mes yeux. Chaudes et soudaines. Ce n'était plus seulement une question de boîte volée ou de tante mesquine. C'était à propos de Nolan. C'était à propos d'Elena Mercier en Auvergne, regardant une vidéo de téléphone portable d'un barbecue en banlieue parisienne, cherchant des bribes de la mémoire de son mari décédé. Eliane traitait cela comme une intrigue de télé-réalité. L'Institut le traitait comme une crise de relations publiques. Mais pour nous, pour le colonel, pour Elena, pour moi, c'était du sang. Mon téléphone a sonné une troisième fois. C'était le colonel Fournier. Eliane dit au producteur que vous êtes mentalement instable et qu'elle vient à l'émission pour clarifier la situation. Elle va enterrer la vérité pour sauver sa réputation. Si vous ne la racontez pas, elle la racontera pour vous. J'ai regardé le SMS du colonel.
Puis j'ai regardé le SMS d'Elena Mercier. Ne les laissez pas mentir à ce sujet. J'ai démarré la voiture. Le moteur a rugi, résonnant dans la structure en béton. J'ai conduit jusqu'à chez moi, mais je ne suis pas rentré pour me cacher. Je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé l'email de la productrice. Jessica. J'ai cliqué sur répondre. Jessica, je ferai l'interview, mais j'ai des conditions. 1. Pas de coaching préalable. Je ne parle pas à Clara avant que les caméras ne tournent. 2. Pas d'image d'archives de zone de guerre. Pas de musique de piano triste. Pas de dramatisation. 3. Eliane ne sait pas que je viens jusqu'à ce que je monte sur le plateau. Si vous acceptez cela, je vous donnerai l'exclusivité. Si vous essayez de me gérer, je partirai. J'ai cliqué sur envoyer. Je n'ai pas préparé de discours. Je n'ai pas cherché de point de discussion. Je suis allé à la table basse et j'ai pris l'enveloppe que le colonel Fournier m'avait donnée. J'ai sorti la lettre et je l'ai placée dans la poche intérieure de mon blazer. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'allais pas au studio pour défendre mon travail. Je n'y allais pas pour humilier ma tante. J'y allais pour délivrer un message attendu depuis 12 ans. J'ai vérifié mon apparence dans le miroir. J'avais l'air fatigué. Les cernes sous mes yeux étaient sombres, mais mes mains étaient stables. J'ai baissé mes manches, boutonnant les poignets sur la cicatrice, non pas pour la cacher, mais parce que j'ai décidé que lorsque je la révélerais, ce serait selon mes termes, pas les leurs. J'étais prête. Le studio de télévision était plus froid que la morgue de l'hôpital de campagne. Ça sentait la laque et l'ozone, une odeur synthétique qui me tapissait le fond de la gorge. J'étais assise sur une chaise conçue pour avoir l'air confortable, mais qui était en fait rigide, me forçant à m'asseoir droite. En face de moi se trouvait Clara. Je connaissais Clara des panneaux d'affichage de la ville. C'était la reine de la télévision matinale, une femme aux dents si blanches qu'elle ressemblait à des carreaux de céramique et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je savais aussi, grâce à une recherche rapide sur mon téléphone dans le parking, qu'elle et Eliane siégeaient au même conseil d'administration caritatif pour le musée d'art local. Ce n'était pas une interview. C'était une intervention déguisée en nouvelle. 10 minutes avant le direct, la porte de la loge s'était ouverte et Eliane était entrée en trombe. Elle ne portait pas la robe rouge agressive du barbecue. Elle portait un cardigan pastel doux et des perles. Elle ressemblait à la grand-mère sur une boîte de biscuits. « Oh, Chloé » avait-elle soupiré, se précipitant pour lisser une mèche rebelle sur mon front. « Je suis si contente que tu aies décidé d'être raisonnable. » J'ai parlé à Clara. Nous allons garder ça léger. Nous allons parler de la difficulté pour les vétérans de se réadapter et de la façon dont les familles aimantes, ont parfois du mal à comprendre l'intensité de vos réactions. Hoche juste la tête, ma chérie. Laisse-moi m'occuper du plus gros. Je l'avais laissé toucher mes cheveux. Je l'avais laissé croire qu'elle était le général de cette opération. Je n'avais rien dit. Maintenant, sous les lumières aveuglantes du studio, je regardais Clara ajuster son oreillette. Le régisseur de plateau a décompté à partir de 5, ses doigts fendant l'air. De retour, a dit Clara, se tournant vers la caméra avec une inclinaison de tête étudiée. Nous avons un segment très spécial, très émouvant pour vous ce matin. Une vidéo virale a circulé d'un barbecue familial local qui a pris une tournure dramatique. Nous sommes rejointes aujourd'hui par Chloé Dubois et sa tante Eliane Fournier. Le moniteur à ma gauche s'est allumé. Ils ont passé l'extrait. Il était monté. Ils avaient coupé le salut du colonel. Ils avaient coupé ses mots sur le feu. Ils ne montraient que moi, debout, la manche retroussée, l'air féroce et en colère, tandis qu'Eliane regardait avec une main sur la bouche en signe de choc fin. Clara s'est tournée vers moi, son expression passant à une de pitié. « Chloé, ça doit être difficile de voir ça. Nous comprenons que vous avez eu des difficultés depuis votre retour. Nous avons entendu dire que cette explosion a été déclenchée par une discussion sur un accident d'entraînement. » J'ai senti les muscles de ma mâchoire se contracter. Accident d'entraînement. C'était la narration. Sûre, stérile et dédaigneuse. Eliane est intervenue avant que je puisse respirer. C'était une journée difficile, Clara. Chloé a toujours été sensible à propos de la cicatrice.
C'était un accident avec du matériel pendant un exercice il y a des années, d'après ce que nous comprenons. Mais vous savez comment c'est parfois quand les gens reviennent. Ils attachent beaucoup d'émotions à ces choses. Nous voulons juste qu'elle sache qu'elle n'a pas à crier pour se faire entendre. Un grand écran derrière nous a commencé à faire défiler les commentaires en direct des réseaux sociaux. Je soupçonne qu'ils étaient censés être modérés, mais quelques-uns sont passés. Elle a l'air instable. Imagine gâcher une fête de famille pour une égratignure. Encore un soldat qui cherche la charité. Les rires du barbecue ont résonné dans ma tête. Mais c'était pire. C'étaient des milliers d'inconnus qui riaient en temps réel. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais mes mains, posées sur mes genoux, étaient parfaitement immobiles. Clara s'est penchée en avant, plaçant une main manucurée sur mon bras. Chloé, regarde ta tante. Elle est ici parce qu'elle t'aime. Penses-tu que tu pourrais peut-être lui dire que tu es désolé pour le dérangement? Nous pouvons commencer la guérison ici même. Le studio est devenu silencieux. Ils attendaient le moment fort, les excuses larmoyantes, la soumission. J'ai regardé la caméra. Je n'ai pas regardé la lumière rouge. J'ai regardé à travers l'objectif, imaginant Elena Mercier assise dans son salon en Auvergne. Ce n'était pas un accident d'entraînement, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a tranché le bruit du studio comme une lame de rasoir. Clara a cligné des yeux. Pardon? Je me suis tourné pour la regarder. Je n'ai pas retiré ma main de la sienne. Je l'ai laissé sentir la tension dans mon bras. Ce n'était pas un accident avec du matériel, ai-je dit, articulant chaque syllabe. Et ce n'était pas un exercice. C'était un engin explosif improvisé sur la route cuivre dans la vallée de la rivière Argandab. 22 juillet 2014. Eliane a fait un bruit dans sa gorge, une sorte d'avertissement étranglé. Chloé, nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails sordides. Je l'ai ignoré. J'ai gardé les yeux sur l'objectif. J'étais le médecin de service. Le véhicule devant nous a été touché. Le réservoir de carburant a explosé. La température à l'intérieur de la cabine a atteint plus de 500 degrés en quelques secondes. Le régisseur de plateau a arrêté de bouger. La personne qui faisait défiler les commentaires des réseaux sociaux s'est figée, laissant un commentaire particulièrement méchant sur mes cheveux à l'écran. J'essayais d'extraire un soldat, ai-je continué. Il s'appelait sergent-chef Nolan Mercier. Il avait 24 ans. Il venait d'Auvergne. Il aimait réparer les voitures et il avait une femme nommée Elena. J'ai entendu Eliane halter. Elle n'avait jamais entendu ce nom. Pour elle, il n'était qu'un accessoire dans la carrière de son mari. Clara a regardé son producteur hors caméra, son vernis poli se fissurant. Chloé, c'est très tragique, mais le but d'aujourd'hui est. Le but d'aujourd'hui, c'est la vérité, ai-je dit. Ma cicatrice a la forme du cadre de la porte qui l'a coincée. J'ai brûlé pendant 3 minutes en essayant de le sortir. J'ai échoué. Il est mort brûlé pendant que je lui tenais la main. Ce n'est pas un accident d'entraînement, Clara. C'est le prix de la liberté que vous utilisez pour vendre des créneaux publicitaires. Le silence dans la pièce était absolu. Il était lourd et suffocant. Les commentaires en direct sur l'écran derrière moi avaient cessé de défiler. Ou peut-être que l'opérateur était trop stupéfait pour les mettre à jour. J'ai mis la main dans la poche intérieure de mon blazer. Le mouvement était lent, délibéré. Eliane a tressailli comme si je sortais une arme. J'ai sorti l'enveloppe. C'est une lettre que Nolan Mercier a écrite la nuit avant sa mort, ai-je dit. Je l'ai tenue en l'air. La caméra a zoomé instinctivement. Le papier jauni, l'encre fanée, la crasse du désert encore piégée dans les fibres. Il m'a demandé de dire à son commandant qu'il n'avait pas peur, ai-je dit, ma voix vacillant très légèrement, non pas de faiblesse, mais du poids écrasant du souvenir. Il a passé son dernier souffle à réconforter les gens qu'il laissait derrière lui. Il n'est pas mort pour que ma tante puisse utiliser sa mémoire pour avoir l'air d'une philanthrope. Et il n'est pas mort pour que je m'assoie ici et m'excuse d'avoir une cicatrice. J'ai regardé Eliane. Elle était pâle, la bouche légèrement ouverte, ses perles ressemblant soudain à un nœud coulant. Elle avait l'air petite. C'est la seule preuve qui compte, lui ai-je dit, puis à la caméra. Et personne n'a le droit de la modifier. Clara a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Elle a regardé ses fiches,
puis moi, puis le moniteur. Il n'y avait aucun moyen de revenir au script. On ne peut pas passer d'un camion en flammes et de la dernière lettre d'un soldat mort à une publicité pour de la lessive. Le régisseur de plateau se tenait là, le bras à moitié levé, oubliant de couper pour la pause. Je me suis levé. Je n'ai pas attendu leur permission. J'ai replacé délicatement la lettre dans ma poche, boutonné mon blazer, et regardé la caméra une dernière fois. Je m'appelle Chloé Dubois. J'étais médecin de combat, et j'ai fini de m'excuser d'avoir survécu. J'ai quitté le plateau. En passant devant l'équipe, un caméraman, un gars d'une vingtaine d'années avec un casque autour du cou, m'a regardé. Il n'avait pas l'air agacé. Il avait l'air de vouloir saluer, mais avait trop peur de se faire virer. Il a juste hoché la tête, un mouvement sec et singulier. J'ai poussé les lourdes portes insonorisées et je suis sorti dans le couloir. Mon téléphone, que j'avais laissé dans mon sac, vibrait contre la table. Ce n'était pas un SMS. C'était une notification de l'application d'actualité. Dernière minute, une vétéran fait taire une animatrice matinale avec un hommage puissant à un camarade tombé au combat. L'extrait était déjà en ligne. Ça faisait 3 minutes. J'ai pris le téléphone. Les commentaires affluaient, mais le ton avait changé. La moquerie avait disparu. Les blagues cruelles étaient enterrées sous une avalanche d'émojis de drapeaux, de visages en pleurs et d'histoires d'autres soldats. Je suis sorti du bâtiment sous le soleil éclatant du matin. L'air avait un goût de gaz d'échappement et de poussière de la ville, mais pour la première fois en 12 ans, il semblait pur. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons, et je l'ai expiré. J'avais allumé l'allumette. Maintenant, je devais juste regarder le feu consumer les mensonges. Mon téléphone vibrait si constamment qu'il ressemblait à une chose vivante sur le siège passager de ma voiture. J'ai dû m'arrêter sur le parking d'une pharmacie juste pour le faire cesser de bouger. Quand j'ai regardé l'écran, je m'attendais à de la haine. Je m'attendais à ce qu'Internet fasse ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire démolir quiconque ose être laid et réel en haute définition. J'avais tort. Les notifications défilaient plus vite que je ne pouvais les lire. Elles ne venaient pas de trolls. Elles venaient de comptes vérifiés, de numéros privés, de personnes avec des drapeaux dans leur biographie. J'étais médecin à Fallujah, disait un message. Je connais ce regard. Merci de l'avoir dit. Mon frère est mort dans l'Argandab, disait un autre. Il n'est jamais rentré. Vous m'avez fait sentir qu'il comptait. Puis est venu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était celui de l'Auvergne. Ici Elena. Je pleure. Je pleure parce que pour la première fois en 12 ans, quelqu'un a dit son nom à la télévision sans que ça sonne comme une affiche de recrutement. Tu as bien fait, Chloé. Tu as bien fait. Je suis resté là, agrippant le volant, laissant les larmes tracer des lignes chaudes sur mon visage. J'avais passé si longtemps à penser que ma cicatrice était un mur entre moi et le monde. Mais il s'est avéré que c'était un pont. Puis la sonnerie a changé. C'était le tri aigu et exigeant assigné à tante Eliane. Je l'ai regardé un moment. Une partie de moi voulait laisser aller à la messagerie vocale, mais le soldat en moi voulait entendre la retraite de l'ennemi. J'ai glissé pour répondre et l'ai mis sur haut-parleur. Espèce de petite garce ingrate et égoïste, a crié Eliane. Sa voix était méconnaissable, dépouillée de tout son vernis poli. C'étaient des cris bruts, induits par la panique. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Le conseil d'administration du musée convoque une réunion. Tu m'as détruite, Chloé. Tu es allée à la télévision nationale et tu as détruit ta propre famille. Je me suis penché en arrière sur le siège, regardant le toit de la voiture. Je n'ai pas détruit la famille, Eliane, ai-je dit calmement. J'ai juste dit la vérité. Si la vérité te détruit, c'est un problème structurel avec tes fondations, pas les miennes. J'essayais de t'aider, a-t-elle crié. J'essayais de te donner une narration que les gens pouvaient avaler. Et maintenant je passe pour un monstre. Tu passes pour une personne qui s'est fait prendre, ai-je dit et j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. C'était la décision la plus facile que j'ai prise de toute la journée. Le temps que je rentre à mon appartement, les dominos tombaient plus vite que je ne pouvais les compter. D'abord, ce fut l'Institut de réponse rapide de Belfort. Marcus m'a appelé,
sa voix tremblant d'un mélange d'admiration et de peur. « Chloé, a-t-il dit, nous venons de recevoir un appel du donateur de l'entreprise. Ils veulent doubler leur contribution. Ils publient une déclaration sur le soutien aux vétérans et la défense de la santé mentale. Ils veulent savoir quand vous pouvez revenir enseigner. Ils veulent mettre votre photo sur le site web. » J'ai ri, un son sec et sans humour. Hier, j'étais un passif, Marcus. Aujourd'hui, je suis un atout marketing. Dites-leur que je reviendrai quand je serai prête. Et dites-leur que mes tarifs pour les séminaires d'entreprise viennent d'augmenter de 50%. Je lui ai raccroché au nez. Deuxièmement, est venue l'alerte info. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour voir Clara debout devant un fond de salle de rédaction générique, l'air solennel. Elle présentait des excuses formelles. « Je tiens à m'excuser auprès de Chloé Dubois et de la communauté des vétérans », a déclaré Clara, lisant un prompteur avec un remords étudié. Le cadrage du segment d'aujourd'hui était basé sur des informations qui nous ont été fournies par des membres de la famille immédiate qui nous ont assuré qu'ils agissaient dans le meilleur intérêt de mademoiselle Dubois. Nous avons été induits en erreur quant à la nature de ses blessures et de son service. Nous regrettons l'erreur. Elle a jeté Eliane au loup sans scier. Dans le monde de la télévision matinale, la survie était la seule loyauté. Mais le vrai coup est venu 1 heure plus tard. Un journaliste d'investigation locale, quelqu'un qui enquêtait sur le circuit caritatif de la ville depuis des années, a posté un fil de discussion qui est devenu viral à côté de ma vidéo. Il cherchait un angle d'attaque et je venais de lui servir l'appât. Le titre disait « Le coup de la bienveillance, comment Eliane Fournier a utilisé les œuvres de charité militaire pour gravir l'échelle sociale ». L'article détaillait comment Eliane avait organisé 5 galas au cours des 3 dernières années pour des causes de vétérans. Il montrait la ventilation financière. 80% des recettes allaient aux frais administratifs, à la restauration et aux frais de planification d'événements payés à des entreprises appartenant à ses amis. Seulement 20% parvenaient réellement aux soldats. Elle n'aidait pas les vétérans. Elle nous utilisait comme centre de table pour ses fêtes. Internet, qui m'avait soutenu, est devenu prédateur envers elle. Ses pages de réseaux sociaux ont été inondées de demandes d'audit. Le conseil d'administration caritatif où elle siégeait a publié une déclaration indiquant qu'elle avait démissionné avec effet immédiat. Ma cousine Sarah, celle qui avait regardé ses chaussures pendant le barbecue, m'a ajouté à une nouvelle discussion de groupe familial. Le titre était simplement « Famille, sans Eliane ». « Je suis tellement désolé de n'avoir rien dit hier », a écrit Sarah. Elle nous harcèle depuis des années. Nous avions juste peur d'être coupés. Tu as été plus courageuse que nous tous. J'ai regardé les messages défiler. L'oncle Robert, le cousin Michel, même les parents que je connaissais à peine. Ils s'excusaient tous, affirmant tous qu'ils avaient toujours su qu'Eliane était manipulatrice. C'était un comportement de troupeau classique, se ralliant au nouvel alpha. Mais je m'en fichais. Je n'avais pas besoin de leur loyauté. J'avais juste besoin que leur silence cesse. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, on a sonné à ma porte. Je me suis raidi. Si c'était Eliane, j'allais appeler la police. Je me suis approché de la porte et j'ai regardé par le Judas. C'était vide. J'ai ouvert la porte. Il n'y avait personne, mais un petit paquet était posé sur le paillasson. Il était emballé dans du papier craft ordinaire. Je l'ai ramassé et l'ai rentré à l'intérieur. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un SMS du colonel Fournier. « Je reste aux messes des officiers ce soir », a-t-il écrit. J'ai fait une valise. Je lui ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battu. J'ai juste écrit « On ne peut pas polir un mensonge jusqu'à ce qu'il devienne la vérité. Je vais trouver un endroit où je peux respirer. » J'ai regardé le message. Le colonel, un homme qui avait suivi les ordres toute sa vie, s'était enfin donné la permission de s'absenter d'un mariage toxique. J'ai baissé les yeux sur le paquet sur ma table. L'adresse de l'expéditeur était manuscrite. C'était d'une ville en Auvergne. J'ai ouvert le ruban adhésif avec mon pouce. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, se trouvait une photographie et un petit objet en métal terni. La photographie était de Nolan. Il n'était pas en uniforme. Il portait un t-shirt couvert de graisse, penché sur le capot ouvert d'une Mustang de 69,
riant à la personne qui tenait l'appareil photo. Il avait l'air si vivant que ça m'a fait mal à la poitrine. J'ai pris l'objet en métal. C'était une clé à douille de 10 mm, usée par l'usage. Il y avait une note sur du papier à lettres qui sentait la lavande. Chloé, Nolan a perdu cette clé une centaine de fois. Il disait que c'était le seul outil qui comptait parce qu'il s'adaptait à tout. Il m'a dit une fois qu'un bon médecin est comme un bon mécanicien. Il ne panique pas quand le moteur fume. Il voulait que vous ayez quelque chose qui répare les choses. Vous ne le portez plus seul. Nous le portons avec vous. Elena. J'ai tenu la clé dans ma main. Elle était froide et lourde, un morceau solide de réalité dans un monde qui avait semblé être une hallucination depuis si longtemps. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue. Le lourd rideau de honte que j'avais porté pendant 12 ans avait disparu. Je me sentais légère. Je me sentais propre. Je n'étais pas heureuse que ma tante soit détruite. Je n'étais pas heureuse que ma famille soit dans le chaos. Mais en frottant mon pouce sur l'acier lisse de la clé, j'ai réalisé que j'étais enfin quelque chose que je n'avais pas été depuis l'explosion. J'étais libre. Le lieu que le colonel Fournier a choisi était un salon privé dans un restaurant de grillade à 3 villes de là, loin des regards indiscrets du country club et de la presse locale. La pièce était petite, lambrissée de bois sombre, et éclairée par un lustre bas qui projetait de longues ombres impitoyables sur la nappe blanche. Il n'y avait pas de caméra ici. Il n'y avait pas de public de studio à manipuler. Il n'y avait que nous quatre et le silence. Je suis arrivé la première. Le colonel Fournier était déjà là, debout près de la fenêtre, regardant le parking. Il avait l'air plus vieux qu'à la télévision. L'uniforme avait disparu, remplacé par un costume gris qui flottait légèrement sur lui, comme s'il avait perdu 5 kilos en 24 heures. Nous ne nous sommes pas étreints. Nous nous sommes juste fait un signe de tête, reconnaissant l'étrange nouvelle alliance que nous avions formée. Puis la porte s'est ouverte et Eliane est entrée. Elle portait une robe noire et suffisamment de bijoux en diamant pour financer une petite révolution. C'était son armure. Elle s'était coiffée et maquillée avec une précision chirurgicale, mais les fissures étaient visibles. Ses mains, habituellement si expressives et contrôlantes, tremblaient à ses côtés. Elle m'a regardé, puis son mari, puis ses yeux se sont posés sur la 4e personne assise dans le coin de la pièce, Madame Martha Mercier. Je n'avais jamais rencontré la mère de Nolan. Le colonel m'avait dit qu'elle s'était effondrée après la mort de son mari, qu'elle avait confié son fils aux soins du colonel parce qu'elle ne pouvait pas combattre ses propres démons. Mais la femme assise dans le fauteuil en cuir à haut dossier n'avait pas l'air faible. Elle avait l'air d'avoir été sculptée dans du chêne vieilli. Elle portait un simple chemisier à fleurs qui avait l'air d'avoir été acheté en magasin et d'être pratique. Elle n'avait pas de bijoux. Ses mains étaient calleuses. Eliane a hésité. Elle ne savait pas qui était cette femme. « Assieds-toi, Eliane » a dit le colonel. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait la finalité d'un marteau de juge. Eliane s'est assise. Elle a posé sa pochette sur la table, créant une petite barricade entre nous. « Qui est-ce » a-t-elle demandé, la voix tendue. « C'est un avocat ?» Parce que si tu prévois de divorcer, Antoine, sache que j'ai déjà parlé à « C'est la mère de Nolan », a interrompu le colonel. Eliane s'est figée. Sa bouche s'est refermée. Elle a regardé la femme en face d'elle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une peur authentique dans les yeux de ma tante. Ce n'était pas une rivale sociale ou une donatrice de charité. C'était la source de l'histoire qu'elle avait essayé de voler. Martha Mercier n'a pas scié. Elle a regardé Eliane avec un regard plat et lourd. « J'ai fait venir Madame Mercier en avion cet après-midi » a dit le colonel. Il a mis la main dans la poche de sa veste et a sorti l'enveloppe, la même que j'avais montrée au monde entier en direct à la télévision. Il l'a placée au centre de la table. « Nous ne sommes pas ici pour manger » a dit le colonel. « Et nous ne sommes pas ici pour négocier un communiqué de presse. Nous sommes ici parce que tu dois comprendre le poids de ce que tu as essayé de porter. » Eliane a redressé sa colonne vertébrale, essayant d'invoquer le fantôme de son arrogance habituelle. « J'essayais d'aider » a-t-elle dit, bien que sa voix ait vacillé. J'essayais de transformer une tragédie en quelque chose de positif, en un héritage. Vous agissez tous comme si j'avais commis un crime, mais c'est moi qui construisais la plateforme. C'est moi qui faisais en sorte que les gens s'en soucient. Tu faisais en sorte que les gens paient, a dit Martha Mercier.
Sa voix était rauque, la voix d'une femme qui avait fumé des cigarettes bon marché et versé trop de larmes dans des pièces solitaires. J'ai vu le rapport, Madame Fournier, a continué Martha. J'ai vu combien d'argent vous avez récolté au nom de mon fils, et j'ai vu combien est allé à vos organisateurs de fêtes. Eliane a rougi. C'est un malentendu. Les frais administratifs sont la norme dans le secteur à but non lucratif. Martha s'est penchée en avant. Le bois de la table a semblé gémir sous la pression de ses coudes. Je ne suis pas ici pour parler de votre comptabilité, a dit Martha. Je suis ici parce que je vous ai vu sur cet écran. Je vous ai vu assise à côté du médecin qui a tenu mon garçon quand il est mort et je vous ai vu essayer de parler pour elle. Martha a pointé un doigt vers l'enveloppe. Le colonel m'a lu cette lettre aujourd'hui, a-t-elle dit. Il m'a fallu 12 ans pour être prête à l'entendre. Il m'a fallu 12 ans pour devenir assez sobre pour mériter de l'entendre. Et vous? Vous l'avez traité comme un accessoire pour votre émission matinale. Eliane a détourné le regard, incapable de soutenir le regard de la femme plus âgée. Je ne savais pas pour la lettre. Antoine ne me l'a jamais montré. Parce que je savais que tu l'utiliserais, a dit le colonel. Le silence qui a suivi était suffocant. Le climatiseur bourdonnait, mais il ne faisait rien pour refroidir la chaleur dans la pièce. Eliane m'a regardé. Ses yeux étaient humides, mais les larmes ne coulaient pas. Pourquoi fais-tu ça, Chloé? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît de me voir humiliée? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu le besoin désespéré sur son visage, la faim terrifiante d'être importante, d'être vue. Ça ne me plaît pas, Eliane, ai-je dit. Je veux juste que ça s'arrête. Eliane a laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. Elle s'est affalée dans sa chaise, les diamants autour de son cou tintant doucement. Tu as toujours été la spéciale, a-t-elle chuchoté. Même avec la cicatrice. Peut-être surtout avec la cicatrice. Tu avais quelque chose de réel. Tu avais une tragédie. Tu avais une histoire. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je n'ai rien, a-t-elle avoué. Sa voix était petite, dépouillée de sa prétention. J'ai juste les fêtes. J'ai juste la maison. Je te regarde, Chloé, avec ton silence et ton traumatisme. Et je me sens si petite. Je me sens invisible. J'ai pensé que si je pouvais gérer ton histoire, si je pouvais être celle qui la présente, alors peut-être qu'un peu de cette substance déteindrait sur moi. C'était une confession d'une honnêteté pathétique et dévastatrice. Elle n'était pas seulement avide. Elle était creuse. Elle avait essayé de se remplir avec ma douleur parce qu'elle n'en avait aucune qui valait la peine d'être racontée. Martha Mercier a regardé Eliane. Son expression s'est adoucie, juste une fraction. Ce n'était pas du pardon, mais c'était de la pitié. On ne peut pas acheter une âme, Madame Fournier, a dit Martha. Et on ne peut pas voler le deuil. C'est trop lourd. Ça vous écrasera. Martha s'est levée. Elle a lissé son chemisier à fleurs. Je ne suis pas venue ici pour vous pardonner, a-t-elle dit. Je suis venue ici pour protéger sa mémoire. Mon fils n'était pas un héros parce que vous avez organisé un gala. Il était un héros parce qu'il a fait son travail et que Chloé a fait le sien. Elle a regardé le colonel. Je suis prête à retourner à l'hôtel, Antoine. Le colonel a hoché la tête. Il a regardé sa femme. Je ne rentre pas à la maison ce soir, Eliane, a-t-il dit. Et j'ai besoin que tu comprennes les nouvelles règles d'engagement. Il a posé ses mains à plat sur la table. Si jamais tu mentionnes Chloé à la presse à nouveau, si jamais tu utilises mon grade ou le nom de Nolan pour vendre un billet ou solliciter un don, je ne partirai pas seulement. J'irai voir le procureur de la République avec tout ce que je sais sur les finances de la fondation. Je témoignerai contre toi. Eliane a pâli. Tu enverrais ta femme en prison. J'enverrai une criminelle en prison, a-t-il dit froidement. La femme que je pensais avoir n'existe pas. Il s'est levé pour partir avec Martha, mais il s'est arrêté et m'a regardé. Chloé. Je suis restée assise. J'ai encore une chose à finir, ai-je dit. Le colonel et Martha sont sortis. La lourde porte s'est refermée, me laissant seul avec Eliane. Elle ressemblait à une ruine. La façade s'était complètement effondrée.
Elle s'est versé un verre d'eau du pichet sur la table, ses mains tremblant si fort qu'elle en a renversé la moitié sur la nappe. « Que veux-tu, Chloé » a-t-elle demandé, la voix fatiguée. « Tu as gagné. Le monde me déteste. Mon mari s'en va. Que veux-tu prendre d'autre » J'ai mis la main dans mon sac. Je n'ai pas sorti une arme ou une plainte. J'ai sorti une liste que j'avais écrite sur un bloc-notes. « Je veux le reste de la boîte » ai-je dit. Eliane avait l'air confuse. « La boîte. La boîte des affaires de mon père » ai-je dit. Je sais que tu as gardé les bonnes parties. Je sais que tu as les photos de moi en uniforme. Je sais que tu as ces journaux où il écrivait qu'il était fier de moi. Je sais que tu as gardé mes dossiers de service parce que tu pensais pouvoir les utiliser plus tard. J'ai fait glisser la liste sur la table. Je les veux ce soir. Tu vas conduire jusqu'à ta maison. Tu vas mettre tout ce que tu as volé dans un sac et tu vas le laisser sur mon porche. Tu ne vas pas frapper. Tu ne vas pas demander à entrer. Eliane a regardé la liste. Elle a hoché la tête lentement. D'accord, je peux faire ça. Et une dernière chose, ai-je dit. Je me suis penché en avant. Tu vas arrêter d'écrire ma vie pour moi. Tu vas arrêter de dire aux gens que je suis brisée pour avoir l'air d'une guérisseuse. Tu vas arrêter de dire aux gens que je suis timide pour que tu puisses être la porte-parole. Ma cicatrice n'est pas ton contenu. Eliane a fermé les yeux. Une seule larme s'est échappée, traçant un sillon dans son fond de teint. Je suis désolé, Chloé, a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardée. C'était la première fois qu'elle disait ces mots sans une caméra qui tournait ou un public qui regardait. C'était peut-être même vrai. Mais le truc avec les excuses, c'est qu'elles ne guérissent pas les brûlures. Elles reconnaissent juste le feu. Je me suis levé. J'attends le paquet avant minuit, ai-je dit. Je suis sorti du restaurant. L'air de la nuit était frais. Je me suis dirigé vers ma voiture, je suis monté et je suis resté assise un moment. Mes mains agrippaient le volant, mais elles n'étaient pas crispées. Elles étaient détendues. J'étais entré dans cette pièce en victime de sa manipulation. J'en suis sorti propriétaire de ma propre histoire. Le bourdonnement distinct d'une foule de 500 personnes est un son qui me donne habituellement la chair de poule. On dirait de l'électricité statique. Je me tenais en coulisses au centre civique de la ville, regardant les grains de poussière danser dans l'éclat dur des projecteurs de la scène. La bannière au-dessus du podium disait « Honorer nos héros, une nuit de résilience ». C'était le genre d'événement que j'avais passé une décennie à éviter. Une organisatrice d'événements frénétiques avec un casque micro attaché à son porte-bloc s'est précipitée vers moi. Elle avait l'air stressée. « D'accord, Chloé, tu passes dans 2 minutes, a-t-elle dit en tapotant sa montre. Souviens-toi de ce dont nous avons discuté lors de la vérification. Garde ça émouvant mais optimiste. Concentre-toi sur l'aspect de la guérison. Si tu peux verser une petite larme en mentionnant le soutien familial, les caméras adorent ça. Nous voulons un moment qui fait du bien. Je l'ai regardé. Je ne suis pas une actrice, ai-je dit. Je suis un médecin. Elle a cligné des yeux, clairement peu habituée aux gens qui ne voulaient pas être célèbres. Fais de ton mieux, ma chérie. Elle s'est éloignée en s'affairant. J'ai pris une profonde inspiration, ajustant les poignets de mon blazer. Je portais une chemise à manches courtes en dessous, mais la veste était toujours boutonnée. Chloé. La voix venait de l'ombre derrière le rideau de velours. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Eliane. Elle est entrée dans la lumière. Elle avait l'air différente de ce qu'elle était au restaurant. Le désespoir était toujours là, mais elle avait plaqué une couche de détermination par-dessus. Elle tenait une pile de fiches. « Je sais que tu es en colère », a-t-elle dit, sa voix un murmure dur. « Je sais que j'ai merdé. Mais il y a 3 équipes de télévision l'adorent. Chloé, c'est la plus grande plateforme que tu auras jamais. Ne la gâche pas avec de la colère. » Elle a poussé les fiches vers moi. « J'ai écrit ça pour toi », a-t-elle dit. « C'est bien. Ça parle de la façon dont la famille a eu du mal à comprendre ton silence, mais comment l'amour nous a réunis. Ça te présente comme une survivante et moi comme. Eh bien, ça rend juste le tout moins laid. S'il te plaît, lis-le. Pour le bien de ton père. Il aimait le nom de la famille, Chloé.
Ne le traîne pas à nouveau dans la boue. J'ai regardé les fiches. J'ai regardé ses mains manucurées, qui tremblaient légèrement. Elle essayait toujours de réaliser le film de ma vie, même alors que le générique de fin défilait. J'ai mis la main dans ma poche, mais je n'ai pas pris ses fiches. J'ai sorti un morceau de papier plié que j'avais trouvé 2 nuits auparavant, caché dans la doublure du vieux journal en cuir de mon père. Le journal qu'elle avait rendu sur mon porche dans un sac poubelle à minuit. Je n'ai pas besoin de ton discours, Eliane, ai-je dit. Parce que j'ai trouvé celui que papa a écrit. Eliane s'est figée. Ses yeux se sont dirigés vers le papier dans ma main. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai déplié. Le papier était impeccable. Il a écrit ça 1 mois avant de mourir, ai-je dit. Il l'a caché dans la doublure parce qu'il savait que tu fouillais dans son bureau. Il savait que tu filtrais son courrier. J'ai commencé à lire, gardant ma voix basse pour qu'elle seule puisse entendre. Ma très chère Chloé, j'écris ceci parce que je suis un lâche. Je vois la façon dont Eliane te coupe la parole. Je vois la façon dont elle fait de ton service une affaire d'anxiété pour elle et de tes cicatrices une affaire d'embarras pour elle. J'aurais dû l'arrêter il y a des années. Je suis désolé de l'avoir laissé nous manipuler. Je suis désolé de l'avoir laissé te convaincre que ta vérité était trop lourde pour cette famille. Tu es la seule chose honnête dans cette maison. J'ai levé les yeux. Le visage d'Eliane était devenu gris. Elle a fait un pas en arrière, heurtant le lourd rideau de velours. Il n'a jamais dit ça, a-t-elle chuchoté. Il m'aimait. Nous étions une équipe. Il te tolérait, ai-je dit. Et il m'a protégé de la seule façon qu'il pouvait, en laissant la vérité là où il savait que seul moi la trouverais. J'ai plié le papier. Tu voulais protéger le nom de la famille, ai-je demandé. Tu viens de perdre le droit de le prononcer. Le régisseur de scène m'a fait signe. Vous passez, mademoiselle Dubois. Je suis passé devant Eliane. Elle est restée là, paralysée, les fiches glissant de ses doigts et s'éparpillant sur le sol poussiéreux comme des feuilles mortes. Elle ne m'a pas suivi. Elle ne le pouvait pas. Le script qu'elle avait écrit pendant 40 ans venait d'être brûlé. Je suis monté sur scène. Les lumières étaient aveuglantes. Les applaudissements étaient polis. Le genre d'applaudissements que les gens donnent quand ils s'attendent à une tragédie. Je me suis tenu au pupitre. Je les ai tous vus. Le maire, les donateurs, la presse avec leurs caméras pointées comme des fusils. Et au premier rang, j'ai vu Martha Mercier et Elena. Elle n'applaudissait pas. Elle hochait la tête. J'ai regardé à ma gauche. Le colonel Fournier est sorti des coulisses. Il ne portait pas son uniforme. Il portait un simple costume sombre. Il n'a pas fait de signe de la main. Il n'a pas salué. Il s'est approché du pupitre et s'est tenu à 60 cm derrière moi, les mains jointes dans le dos. Il n'était pas là pour voler la gloire. Il était là pour garder le flanc. Je me suis penché vers le microphone. On m'a demandé de venir ici aujourd'hui pour vous faire un discours sur la guérison, ai-je dit, ma voix résonnant dans la vaste salle. On m'a demandé de vous dire que l'amour triomphe de tout et que les cicatrices ne sont que des obstacles sur la route. J'ai fait une pause. La salle est devenue silencieuse. Mais ce serait un mensonge, et j'en ai fini avec les mensonges. J'ai tendu la main et j'ai déboutonné mon blazer. Je l'ai enlevé et je l'ai drapé sur le pupitre. En dessous, je portais un t-shirt noir. Mon bras gauche était nu. La cicatrice était là. Sous les dures lumières de la scène, la carte kéloïde tordue de la brûlure. La forme de la porte du camion. Elle était violette, blanche et irritée. Quelques personnes au premier rang ont halté. L'obturateur d'un appareil photo a cliqué rapidement. Pendant 12 ans, j'ai caché ce bras, ai-je dit. Non pas parce que j'avais honte de ce qui s'est passé dans la vallée de l'Argandab. Je l'ai caché parce que ma famille m'a dit que ça mettait les gens mal à l'aise. Ils m'ont dit que c'était laid. Ils m'ont dit de le couvrir pour que je m'intègre au barbecue et au garden party. J'ai regardé directement la caméra avec la lumière rouge. La pire blessure que je portais n'était pas celle du feu qui a tué le sergent-chef Nolan Mercier, ai-je dit. La pire blessure était le silence que j'ai été forcé de garder par les gens qui prétendaient m'aimer. Ils ont traité ma survie comme un inconvénient social. Ils ont transformé mon traumatisme en chute de blague parce qu'ils ne pouvaient pas gérer la réalité de la guerre.
J'ai pris une inspiration. L'air dans la pièce semblait électrique. Cette cicatrice n'est pas une tragédie, ai-je dit, ma voix s'élevant, remplissant l'espace caverneux. C'est un reçu. C'est la preuve que lorsque le monde brûlait, j'ai tendu la main. C'est la preuve que je me suis accroché. C'est la seule chose qu'il me reste d'un homme qui est mort pour que je puisse vivre. J'ai regardé en arrière vers le colonel. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Nous n'avons pas besoin de votre pitié, ai-je dit à la foule. Et nous n'avons certainement pas besoin de vos applaudissements polis. Nous avons besoin que vous compreniez que vous n'avez pas le droit de modifier nos histoires pour les rendre confortables pour vos dîners. Vous n'avez pas le droit de polir notre deuil jusqu'à ce qu'il brille. J'ai ramassé mon blazer. Je m'appelle Chloé Dubois. Je suis médecin de combat, et cette cicatrice est la plus belle chose que je possède. Je me suis éloigné du pupitre. Pendant une seconde, il y a eu un silence total. Puis une personne s'est levée. C'était Martha Mercier. Elle s'est levée lentement, ses articulations raides, et elle a commencé à applaudir. C'était un rythme lent et lourd. Puis Elena s'est levée. Puis un homme au 3e rang, portant un chapeau qui disait « le vétéran du Vietnam », s'est levé. Il a frappé sa canne sur le sol et a acclamé. Puis toute la salle s'est levée. Ce n'étaient pas les applaudissements polis du début. C'était un rugissement. C'était une vague de son qui a déferlé sur la scène, noyant le bourdonnement des lumières. C'était désordonné, bruyant et réel. Je n'ai pas regardé en arrière vers le public. Je n'ai pas cherché Eliane dans les coulisses. Je savais qu'elle était partie. Fuyant la scène de sa propre insignifiance. J'ai regardé le colonel. Il a tendu la main. Je l'ai prise. Nous avons quitté la scène ensemble. 3 heures plus tard, j'étais de retour dans mon appartement. L'adrénaline s'était estompée, laissant derrière elle un épuisement calme et profond. J'ai fait une tasse de thé et je me suis dirigé vers la fenêtre du salon. Les lampadaires bourdonnaient à l'extérieur. La ville dormait, ignorant que le monde avait changé d'axe pour moi. Mon téléphone était sur la table. Il était plein de messages, d'interviews, de demandes, d'offres d'éditeurs. Je les ai tous ignorés. J'ai ouvert la fenêtre. L'air de la nuit était frais, sentant la pluie et l'asphalte. J'ai baissé les yeux sur mon bras. Au clair de lune, la cicatrice semblait argentée. Elle ressemblait à une rivière sur une carte. J'ai passé mes doigts sur les crêtes. Ça ne faisait plus mal. La chaleur fantôme avait disparu. J'ai retroussé ma manche au-delà de mon coude, exposant toute la longueur de la brûlure à l'air frais. Je l'ai laissée là, reposant sur le rebord, visible pour quiconque pourrait lever les yeux. Je ne me cachais pas. Je ne jouais pas un rôle. J'étais juste Chloé. Et pour la première fois depuis mon retour, c'était suffisant.